Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher François Claveroli, vous m'avez suggéré de prendre tout le temps qu'il fallait. Veillons à ce qu'il ne soit pas trop long quand même. Monsieur le Président du Centre d'Action Sociale Protestant, cher Antoine Durlemont, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents, là en principe on arrive à saluer la moitié de la salle avec les présidents. Mesdames et Messieurs, chers amis, j'entends votre message, j'entends votre appel, j'entends votre constat, parce que je le vis, parce que le citoyen des Alpes de Haute-Provence que je reste entend cela, l'a vécu longtemps comme maire d'une petite commune, le vit aujourd'hui comme père de famille, le vit comme observateur, mais effectivement comme un observateur particulier, celui qui depuis quelques semaines est en charge du ministère de l'Intérieur et des cultes, de suivre les cultes, non pas en charge des cultes. L'exercice serait trop ambitieux pour moi. Et je vois chaque semaine la crainte d'un déchaînement de violence. Je vois le visage d'une société qui ne se comprend plus et au fond ne se parle plus assez. Chaque jour, 1000 inégalités, drames, injustices, tous insupportables pour notre humanité. Chaque instant, ce fossé qui se creuse plus profond entre les hommes, entre les parcours, entre les foi aussi. Le protestantisme est la religion de l'étude. Une étude qui s'appuie sur le texte mais porte son regard sur le quotidien. Et à vous écouter l'un et l'autre. On voit combien chaque mot, chaque pensée, chaque pas est effectivement éclairé par cette double dimension. Le culte réformé est synonyme de réflexion, mais certainement pas de passivité. Et si il avait fallu m'en convaincre, ces quelques moments partagés le montrent bien. Vous êtes tous des citoyens engagés. Vous êtes tous des citoyens concernés, des citoyens qui parlent, discutent, comprennent. Vous voyez le monde, vous sentez les évolutions, vous portez aussi ce regard sur ces doutes. Vous apportez sur la société, et vous venez de le faire, un regard aiguisé. Le regard d'une réflexion, d'une liberté de penser. Aujourd'hui, je suis présent devant vous. Je suis présent, évidemment, en tant que ministre de l'Intérieur en charge des cultes. Un ministre de l'Intérieur qui écoute le message de ceux qui croient comme de ceux qui ne croient pas, qui veille justement à la laïcité. Je suis présent aussi, je vous l'ai dit, et j'ai commencé mes propos ainsi, parce que je pense que c'est ce qui prime surtout pour chacune et chacun d'entre nous comme citoyen qui vit dans la même France que vous, comme citoyen qui partage ses indignations, mais aussi ses espoirs, comme citoyen fier de ce pays qu'est la France. Et peut-être que dans ce flot de critiques, de bouleversements, dans ce flot où l'on pense que bousculer est une finalité en soi, on néglige aussi la force et la beauté de la France. Et j'y reviendrai aussi dans sa capacité d'accueil, dans sa capacité d'intégration qu'il nous faut faire vivre. Et j'ai entendu vos attentes, voire même aussi vos impatiences. Mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je le crois, aucun message, aucune sensibilité ne doit manquer au débat démocratique français. Vous nous y avez invités. Avec une remarque que je ne partage pas, vous avez dit on ne va quand même pas retourner dans nos montagnes. Pour Jean-Louis Bianco et moi, nos montagnes des Alpes de Haute-Provence, c'est quand même une perspective. Mais au-delà de cela, je sais l'importance du débat démocratique et je sais que d'abord vous y avez toujours pris votre part. Et vous y avez évidemment votre part particulière. Vous avez des récits de vie, vous avez des réflexions à partager. Et le grand débat national doit servir à cela, doit servir à partager ces occasions. C'est une occasion de partager. Il faut évidemment que les Français parlent aux Français, que les Français se parlent entre eux, que ce soit 1000 occasions de débat, de discussion avec tous les sujets qui peuvent être débattus, mais dans le respect, non pas dans la mise en cause, non pas dans la recherche permanente de boucs émissaires. Et vous avez, vous, ce rôle de vigie qui vous permet effectivement d'être tout particulièrement mobilisé, tout particulièrement attentif. Et peut-être plus que d'autres encore, et mon propos s'adresse à tous, plus capable d'apaiser,
de faire le lien, d'encourager la réflexion, de faire en sorte que la volonté ne soit pas exprimée par de l'impatience et de l'attente, mais justement par cet engagement de fraternité. Je tenterai d'y revenir. Et je crois que pour la première fois depuis trop longtemps, nous créons une démocratie de l'échange. On a l'occasion d'avoir cette forme très particulière de démocratie du débat, et évidemment votre invitation à tous celles et tous ceux qui sont là, et bien au-delà d'y participer, est essentielle. C'est difficile de débattre, c'est difficile d'échanger, c'est difficile pour un élu de faire vivre cela. J'ai été élu maire d'une charmante petite sous-préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, j'avais une trentaine d'années. J'étais convaincu que, me déplaçant en scooter, je n'aurais pas de difficulté pour parler aux plus jeunes. Et déjà à l'époque, c'était en 2001, j'ai vu que le caractère institutionnel même de ce que j'étais devenu en devenant maire me coupait de ma capacité à pouvoir parler le plus librement possible. Et c'est un combat qu'il nous faut mener tout le temps. J'ai vécu la démocratie participative telle que l'ont toujours fait les maires. J'ai sûrement rien inventé. Mais j'ai vécu ces salles où quand je demandais dans la salle qui était Bac+5, j'avais 80% des gens qui levaient le doigt. J'ai vécu le fait de n'avoir dans les réunions publiques que nous pouvions organiser que celles et ceux qui avaient un intérêt. Et très vite, j'ai vécu aussi cette évolution où celles et ceux qui n'avaient un intérêt n'avaient que comme seul intérêt que d'être contre. Et au fond, de construire le débat autour du fait d'être contre. Et je pense que c'est l'inverse de ce à quoi vous nous avez invités, et c'est l'inverse de ce à quoi le président de la République a invité les Français. Et vous avez cette carte-là, vous avez cette qualité-là. Étant chez vous, je vais être un peu flagorneur, mais la réalité, c'est quoi? C'est que le protestantisme a été à l'origine de réflexions théologiques majeures. Vous avez été aussi à l'origine de changements de pensée et de philosophie. Je ne juge pas, je ne flagorne pas, je regarde. Je sais cela. Je viens devant vous car, comme vous, je voulais entendre, partager, écouter. Je viens à vous ouvert à vos remarques, à vos interpellations, à vos pensées. Et cet esprit d'écoute, il est essentiel. Ce lien de confiance, il nous faut l'entretenir et le développer. Et évidemment, cette adresse, je le fais à chacune et à chacun d'entre vous, et en particulier à celles et ceux qui portent les différents cultes et les différents choix religieux que compte notre pays. Et pour une raison simple, c'est que pour ma part, je ne peux pas m'en passer. Et qu'il est difficile d'être ministre de l'Intérieur, pour plein de raisons, surtout ces 3 derniers mois, mais pour plein de raisons. Mais il est d'autant plus difficile que très vite, vous êtes coupé d'une forme de réalité. Vous êtes enfermé. J'ai coutume de dire que la place Beauvau est une sorte de prison dorée. Et que mon véhicule, j'appelle ça la caravane du Tour, parce que les déplacements ministériels sont effectivement très impressionnants. Et il vous coupe de réalité simple. Juste une anecdote. La première fois où, devenu ministre de l'Intérieur, j'ai eu un sujet assez pratique. Ma fille me demandait de l'argent, il fallait que je retire de l'argent. Vous imaginez pas comme c'est compliqué de trouver un distributeur de billets, d'arrêter la caravane du Tour pour retirer des billets. Et je n'oublie pas ce que je suis, cet habitant des Alpes de Haute-Provence, qui s'est fait avec son territoire, avec la réalité de son territoire, avec l'histoire de son territoire, avec la part de religion qu'il a sur son territoire, avec la culture de ce territoire, qui fait ce que je suis. Et donc j'ai besoin, moi, de poursuivre cela, et je vous le dis, c'est ma nature, celle d'avoir besoin de parler à chacun, d'écouter chacun, et si nécessaire, de frapper aux portes pour découvrir, écouter, entendre des positions qui dérangent, me faire enguirlander de temps en temps, ça arrive, mais surtout être dans cette force, là où je suis, de faire qu'on puisse débattre. Et je pense que c'est essentiel. Je pense même que c'est une nécessité. Et je pense que pour vous, avec vous, c'est d'autant plus une nécessité que vous représentez collectivement des millions de Français. Parce que les protestants portent aussi le poids de l'histoire, d'un État qui lui a fait connaître le sens des mots de persécution, de haine et de rejet. Je sais cela aussi. Et ça nous oblige. Ça nous oblige parce que ce poids de l'histoire, c'est aussi toute la nécessité de faire vivre la laïcité, et vous l'avez abordé. L'État ne prend pas parti. Il ne doit pas prendre parti. Il reste neutre face aux religions. Il affirme que la foi est une question de liberté individuelle. Ça n'est pas une question d'État. J'entendais, monsieur le Président, vos prudences quant à la loi de 1905. Et je les entame. Et j'en partage l'essentiel. Mais je vais vous livrer ma conviction.
Et donc, je veux vous assurer d'une chose. Il n'est pas question de remettre en cause l'esprit de la loi de 1905. Il ne l'a jamais été. Et au contraire, nous voulons le renforcer, cet esprit. La laïcité est un pilier de la République. C'est un bouclier, c'est une garantie aussi pour la liberté de croire, et elle le restera. Vous le savez comme moi aussi, la société change, la France change. Et face à cela, on ne peut pas rester les bras croisés. Certains semblent figés, ça n'est pas votre cas. Et je sais que ce n'est pas le cas de celles et ceux que je connais qui sont dans cette salle. Certains semblent refuser de comprendre la laïcité à l'orée de la société actuelle. Pire, la négligent et veulent la remplacer. Ils l'utilisent quelquefois contre une religion, quand d'autres, au fond, la baissent, tout simplement, cette laïcité. J'ai la conviction qu'il faut répondre au changement de la société. La conviction qu'il faut faire évoluer le régime actuel. Modifier la loi de 1905 n'est pas une fin en soi. Mais nous ne devons pas nous l'interdire. Mais nous devons le faire pour réaffirmer ce principe fondamental de laïcité. Notre but est clair, renforcer la laïcité, réaffirmer la neutralité de l'État, réaffirmer la séparation des églises et de l'État, réaffirmer la garantie de la liberté de conscience et du libre exercice du culte. J'entends ceux qui affirment que c'est au culte de s'intégrer à la République et non l'inverse. Je ne pense pas forcément autre chose. Mais le fait même de le poser comme ça, de façon revendicative, est déjà un principe d'opposition, de contradiction. Nous pouvons vivre dans nos différences de choix, sans forcément faire vivre la contradiction. C'est le sens, je crois, des réflexions qui nous conduisent, qui visent à renforcer les moyens de faire prévaloir aussi l'ordre public. Parce que l'ordre public est majeur, il est essentiel, et il est trop souvent bousculé, bouleversé, contesté même. Et je crois qu'il nous faut là-dessus donner encore des garanties. J'entends ceux qui ont peur d'une ingérence et affirment que l'État ne doit ni toucher ni à l'organisation ni au principe des cultes. Ça tombe bien pour ma part, je ne pense pas à autre chose. Notre projet ne se mêle pas de l'organisation interne du culte. Il fixe un cadre à même de garantir à la fois le respect de l'ordre public et la liberté de chacun. J'entends enfin ceux qui pensent que la loi de 1905 est parfaite et sans défaut, que la police des cultes y est parfaitement assurée. Il est vrai que cet équilibre fondamental trouvé par la loi de 1905 est remarquable. Et en cela, nous nous accordons à dire qu'il faut le préserver et qu'il faut en sauver à chaque fois qu'elle est attaquée les fondamentaux. Toutefois, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un texte qui, pour certaines de ces dispositions, ne sont pas applicables depuis le Code pénal de 1992. C'est aussi ça la réalité. Et qui génère de l'impuissance dans certaines situations qui ne sont pas acceptables, surtout quand elles mettent en cause l'ordre public. Mais cette réforme, pour éviter justement que nous soyons dans ces travers, dans ces oppositions, il nous faut la mener ensemble. On s'est vu quelquefois avec le président de la République, avec le Premier ministre, en tête-à-tête, en collectif. J'ai rencontré les associations laïques, j'ai rencontré d'autres associations qui s'intéressent évidemment à ce sujet avec des désaccords. J'ai pris un engagement, celui quand nous formaliserons un texte, et le président de la République m'a donné un gros mois quand on l'a vu ensemble pour cela, donc dans les semaines qui viennent, peut-être même plus rapidement, un texte sera affiné, je vous le présenterai. Il sera soumis aussi à des discussions interministérielles, et ce sera une base de discussion sur laquelle j'entendrai vos alertes, et sur laquelle le gouvernement sera amené à faire des choix. Mais je souhaite vraiment que ces discussions, en fait, dans les semaines qui viennent, nous ayons 3 grands axes qui guident notre pensée, notre façon de faire. Le premier, c'est celui de la transparence. La transparence dans le financement des cultes. Je pense que c'est nécessaire. Et qu'étendre les obligations de la loi de 1905 aux associations à objets cultuels qui ont opté pour le régime de la loi de 1901 ne doit pas être un hiatus qui n'a pas vocation à exister. C'est encore soumettre les financements étrangers supérieurs à une certaine somme, nous parlons de 10 000 €, à une procédure de déclaration, pas d'autorisation, pas d'agrément, avec la possibilité pour l'État, dans des cas strictement définis, tenant à l'ordre public, de s'y opposer. Avec un objectif simple, plus de transparence pour prévenir les dérives, les manipulations et les ingérences étrangères. Elles existent. Et donc, nous devons là-dessus assumer la transparence. La transparence, c'est toujours la meilleure réponse. Elle vaut pour les élus, elle vaut pour chacune et chacun d'entre nous. Le second axe de la réflexion que nous conduisons, c'est celui de garantir l'ordre public. Les cultes ne peuvent pas contrevenir à la République.
voire se construire quelquefois en s'opposant à ces principes et en appelant à toute forme de trouble. Et donc il nous faut pour cela envisager différentes pistes. Il nous faut pour cela rénover les dispositions pénales de la loi de 1905 afin de les rendre pleinement opérantes, faciliter la dissolution d'associations qui autorisent ou ferment les yeux sur des troubles graves à l'ordre public dans les lieux dont elles ont la responsabilité. Nous sommes dans une société de la transparence, nous sommes aussi dans une société de la responsabilité où chacun doit assumer sa responsabilité. Et il est trop facile de se cacher derrière tel ou tel texte pour dire « c'est pas moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas su », quand le discours retendu est un discours qui met en cause avec la violence que l'on connaît certains autres, notamment des choix religieux. Enfin, notre dernier axe de réflexion, c'est renforcer la gouvernance des associations cultuelles par des droits et des devoirs nouveaux, mais aussi des moyens pour organiser librement, en vous préservant des ingérences extérieures, la gouvernance de ces associations. Car je suis intimement convaincu que pour des cultes libres, il ne doit pas suffire de respecter l'ordre public, mais aussi les droits et les libertés qui sont garantis pour chacune et chacun d'entre nous, et éviter certaines dérives, certains auto-entrepreneuriats religieux que l'on a pu connaître ou que l'on peut connaître, et qui peuvent générer des phénomènes de masse, voire même des élections. Ce n'est pas une crainte en France, mais il n'empêche que nous devons assumer de se poser cette question. Mais dans cette réforme qui s'annonce, j'ai besoin de vous. Et il nous faut réfléchir à ces axes ensemble. On a commencé à le faire. Vous allez me livrer une analyse juridique. Peut-être vous pouvez me la donner un peu avant qu'on se voit, parce qu'elle pourrait éclairer quelques discussions, mais on va en parler tout à l'heure. Mais voilà. Et je m'adresse à vous parce que je sais qui vous êtes. Vous en particulier, la Fédération protestante de France, qui s'est, au fil des années, installée comme un interlocuteur privilégié, non pas en revendiquant, mais en étant toujours force d'initiative et de proposition. Vous avez su réunir et fédérer le protestantisme dans sa diversité, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous avez su exprimer des convictions, vous avez su porter des causes et défendre la richesse du protestantisme français, et en cela, vous êtes bien évidemment légitime. Mais vous avez aussi une dimension particulière, et il suffisait d'écouter vos propos. Vous avez défendu sans jamais plier ce devoir d'humanisme, et vous avez toujours appelé au respect des droits de l'homme. Votre discours, Monsieur le Président, a marqué cela. Et évidemment, je voulais le saluer. Parce que ces droits de l'homme, ils doivent nous transcender. Mais au-delà même de nous transcender, pour nous ce soir, ici, dans la diversité de nos choix, religieux ou pas, ils doivent, je crois, nous lier. La France a récemment célébré l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je sais combien ces mots de droits de l'homme résonnent tout particulièrement chez chacun des protestants. Ces mots, je vous le dis, ils résonnent aussi en moi, par nature, par éducation, par histoire, par conviction, peu m'importe. Mais ils sont aussi ce que nous sommes. Mais ils doivent être aussi cet aiguillon de la politique et du gouvernement. Vous l'avez fait, vous, le Président, amicalement, mais vous êtes dans votre rôle, vous êtes même dans votre identité, dans votre ADN. Et en cela, je ne vous en voudrais jamais. Ainsi, Antoine Durlemont, mais vous aussi, Monsieur le Président, vous m'avez interrogé sur l'accueil des migrants. Et j'entends dans les mots que vous avez employés toute la sincérité de cet appel, avec cet équilibre, ce débat entre asile et immigration. Je ne vais pas forcément l'ouvrir, mais je sais que la foi protestante vit les droits de l'homme, les ressent, les incarne, et face à cette sincérité, je vous dois moi aussi une réponse sincère. L'accueil des migrants, d'abord. Je veux rester clair sur mes convictions personnelles. Personne ne peut être insensible à cette question. Parce que c'est toujours d'abord un déchirement, c'est d'abord un sacrifice de quitter sa terre. Et je ne connais personne qui migre vers un pays étranger par satisfaction, par plaisir. Pour beaucoup, c'est juste une question de survie. C'est une question de vie et de mort dans un contexte de guerre. Je pense à ceux qui demandent l'asile et qui doivent être accueillis. Mais c'est aussi quelquefois une survie économique. Mais ce déchirement est souvent amplifié par certains bonimenteurs qui, sans scrupule, promettent un Eldorado et au fond n'offrent que la misère. Vous m'avez interpellé aussi sur la question de l'accompagnement, de l'intégration. Je viens de la famille du Parti socialiste. Je suis rentré en politique par le Parti socialiste. J'ai vécu ces oppositions classiques entre la droite et la gauche, si souvent stériles. J'avais fait un papier dans le journal du Dimanche le 31 décembre l'année dernière en disant « Mais
Depuis tellement longtemps, on s'oppose sur les chiffres. À droite, il y en avait beaucoup trop, à gauche, il n'y en avait pas assez, et on s'est opposé pendant des années. Sans jamais se poser réellement la question de l'intégration et de la capacité d'intégration que nous portions en France. Je pense qu'elle est essentielle, mais elle était plus compliquée. Et c'était tellement facile d'être de droite ou de gauche, excusez-moi, en s'opposant sur ces sujets. Il y a 1000 sujets comme ça. Il y en a un autre, c'est l'apprentissage. Je sors un peu là du rôle et du sujet. Mais l'apprentissage, c'était classique. Hein. Vous étiez pour l'apprentissage à 14 ans, vous étiez un esclavagiste de droite. Vous étiez pour l'apprentissage à 16 ans, vous étiez un démocrate de gauche. Pendant ce temps-là, personne ne se préoccupait du fait que l'apprentissage ne marchait pas dans ce pays. Alors même que vous avez 70% de plus de chances de trouver un emploi au bout de 6 mois si vous êtes passé par la filière de l'apprentissage. Et donc je crois qu'il est essentiel qu'on se batte sur l'équilibre de nos politiques. Non pas sur de la déclaration, mais sur notre capacité à faire. Et cet équilibre ne doit jamais rompre entre humanité et respect de la loi. Nous devons accueillir tous ceux qui sont menacés. Et nous ne le faisons pas assez. Aujourd'hui, selon les différents pays d'origine, nous n'atteignons pas ces objectifs. D'abord, l'objectif politique que je viens d'évoquer, accueillir ceux qui sont menacés, parce qu'il en va de notre histoire et de l'honneur de la France. C'est l'asile, la capacité effectivement à accueillir ces femmes yézidis qui ont été évoquées tout à l'heure, que vous accompagnez aujourd'hui et que j'avais eu l'immense plaisir d'accueillir à l'aéroport quand elles sont arrivées ici, avec leurs enfants. Ils étaient magnifiques, ils étaient avec des petits costumes, cravates, ils s'étaient préparés à cela. Ils se sont retrouvés après un voyage extrêmement long, après une histoire tellement violente, tellement brutale pour ces familles yézidis, pour leurs enfants. Ils se retrouvaient là à Paris. On leur a expliqué où ils allaient être en France et on leur a montré une carte de France. Inutile de vous dire que ça n'a pas dû beaucoup leur parler. Mais je sais depuis que vous les accompagnez pour un grand nombre d'eux et je sais que vous êtes dans cette démarche d'humanité. Et donc oui, nous devons les accueillir. Nous avons pris des engagements aussi chiffrés et nous n'avons pas encore atteint ces objectifs. Et nous devons atteindre ces objectifs. Objectifs moraux et objectifs chiffrés. Parce que l'un sans l'autre, c'est un peu facile, vous m'en avez presque fait le reproche, et je l'entends bien. Et il est parfaitement légitime. Je crois que l'année 2018, avec la loi du 10 septembre, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, doit permettre cela. Ce sont les 3 volets d'un équilibre. Nous ne pouvons pas dire, dans notre pays, venez, tout le monde sera accueilli, tout le monde sera bien accueilli, tout le monde sera logé, tout le monde sera intégré, tout le monde sera soigné. Ça n'est pas vrai. Ce serait mentir. Ce serait se faire plaisir un peu trop facilement. Et ce serait peut-être aussi tourner le dos à ces discussions qui vont s'ouvrir dans le grand débat entre les Français. Je n'ai pas entendu beaucoup de générosité dans l'accueil de l'autre sur les ronds-points. Et donc il ne faut pas négliger cela. Nous ne devons pas décider, imposer et laisser d'autres finalement s'opposer. Mais nous devons, à chaque personne accueillie, un examen précis, une réponse rapide. C'est une question de dignité. Mais nous devons aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester en France, parce que la justice a décidé aussi, avec les lois de la République, qu'ils ne doivent pas rester en France, faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et que nous ne soyons pas dans cette situation de fermer les yeux avec des femmes, des hommes qui, effectivement, sans papier, sans travail, sont exploités quand ils travaillent, sans logement, ou sont exploités par des marchands de sommeil au comportement scandaleux. C'est aussi ça, la réalité. Donc il faut trouver ce point d'équilibre-là. Et je vous rejoins sur la nécessité. Il n'y a pas d'inaction de l'État, mais il y a un État qui peut-être pendant trop longtemps s'est montré impuissant. Et donc il nous faut, mètre après mètre, pas après pas, reconquérir cette dignité-là. On s'y engage. On s'y engage parce qu'il ne faut pas seulement mettre à l'abri, il faut accompagner. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et nous devons là-dessus être plus efficients, plus efficaces. Mais nous avons toujours un devoir de vérité aussi, vis-à-vis des Français, comme nous devons l'avoir vis-à-vis de celles et ceux qui viennent en France. On a évoqué très rapidement les mineurs non accompagnés. Situation épouvantable. Je me suis rendu au Maroc, j'ai rencontré mon homologue marocain pour traiter de ce sujet-là, de ces mineurs, de très jeunes mineurs. Là, il n'y a pas de débat pour savoir s'ils mentent ou pas, j'y reviendrai sur ça, s'ils mentent ou pas sur la minorité, des très jeunes mineurs, totalement perdus. Mais pire, on le sait bien, à Paris et maintenant en banlieue, parce qu'ils ont quitté le 18e pour beaucoup d'entre eux, ils sont exploités. Ils sont dans une logique d'esclavage par certains qui, effectivement, ont organisé la filière pour qu'ils soient ici. Ils sont dans un état sanitaire, social absolument épouvantable, pas digne.
Et donc nous devons les accompagner, mais nous devons aussi faire en sorte que celles et ceux qui le peuvent puissent être réaccueillis parmi leurs familles. Et nous devons agir sur cela, et c'était le sens de la démarche que j'ai faite avec le ministre marocain, mais surtout pour que cette promesse d'Eldorado que j'évoquais tout à l'heure soit dénoncée. Parce qu'il n'y a pas d'Eldorado pour un mineur de 12 ans qui, par des filières de criminels dangereux, se retrouve un jour à la goutte d'or. C'est cela aussi la réalité. Nous devons la vérité à chacun. Sur les 54 000 demandes d'évaluation de minorité, 17 000 seulement étaient des mineurs. Nous savons que le système est organisé ainsi et nous ne pouvons pas le laisser aller. Je sais que nous ne serons pas forcément d'accord sur le niveau d'ambition, sur le niveau d'humanité. Je sais que nous pouvons être d'accord sur la dimension de fraternité, mais peut-être avec une interrogation immédiate. La fraternité, il ne faut pas l'attendre de l'État. Il faut la faire vivre ensemble. D'abord, il faut que chacune et chacun d'entre nous assume sa part de responsabilité. Je ne vous dis pas ça comme un reproche, je ne doute pas. J'en suis même intimement convaincu que vous le portez en vous pour chacune et chacun d'entre vous. Mais l'engagement de fraternité ne se délègue pas. Il se vit, il se porte, il s'assume. Il nous interroge quand on ne l'assume pas. Il m'interroge quand je ne l'assume pas. Mais je crois qu'il nous faut évidemment le construire ainsi. Mais je ne dis pas ça pour déresponsabiliser l'État. Je ne dis pas ça pour désolidariser l'État. Nous avons cette exigence de solidarité. L'État n'a pas de sens s'il n'est pas en capacité de protéger le plus faible, le plus fragile, celui qui souffre, celle qui n'a pas accès à telle ou telle chose. Mais il nous faut peut-être aussi revoir notre façon d'aider. Faire en sorte que nous soyons dans cette société de l'émancipation et non pas du secours d'urgence. Et je ne prendrai pas de paraboles religieuses pour évoquer cela, mais vous les avez évidemment en tête. La réalité, c'est quoi ? C'est que dans cette société, on s'est trop souvent contenté de mettre un sparadrap quand il y avait mal, quelle que soit la blessure, quelle que soit la violence de la blessure. L'enseignement a longtemps, trop longtemps, et génère encore la plus grande des inégalités, celle du déterminisme scolaire. J'étais maire d'une petite commune, j'allais au conseil d'école dans ma petite commune. Nous savions dès le CM1 que des enfants étaient perdus. C'est cela la réalité. Alors on a fait semblant. Je crois qu'il faut investir massivement, parce que la première des inégalités, elle naît là. Alors oui, il faut investir, il faut dédoubler les classes dans les quartiers les plus difficiles de France, en CP, en CE1, parce que c'est le moment des apprentissages fondamentaux et c'est le moment où le décrochage se fait, pour faire en sorte que justement les plus fragiles soient accompagnés, mais faire le choix toujours de l'émancipation plutôt que du secours. L'un ne chasse pas l'autre. Le secours peut être nécessaire. Il est dans notre culture, y compris religieuse, et dans nos choix religieux, dans nos convictions religieuses. Mais il est trop facile, au fond, d'inviter à déjeuner une fois et de s'acheter une bonne conscience avec cela. Et ça doit nous interroger. Je m'éloigne évidemment de mon discours qui aurait dû rester plus formel, plus ministériel, plus ministère de l'Intérieur. Donc là, c'est tout de suite plus triste. Mais vous m'avez invité à cette réflexion et je la partage avec vous. Et je crois que nous ne devons pas chercher ensemble des consensus artificiels ou mollassons. Et le grand débat, c'est ça aussi, l'enjeu. Vous l'avez dit dans vos propos liminaires. On ne doit pas chercher des solutions sur lesquelles on serait tous d'accord. Parce que là, on pourrait s'amuser, en ne prenant que les gens assis, c'est-à-dire moins que ceux qui sont debout et qui trouvent que mon discours est trop long, on pourrait s'amuser à prendre un sujet et regarder les différences que nous avons. Elles sont évidentes. J'ai déjeuné il y a quelques jours avec une trentaine de maires du côté de Nancy, dans une communauté de communes rurales un peu perdue. Des maires avec la même fonction de maire, avec des petites communes rurales, avec un territoire commun où il faisait très froid, avec des réalités loin de la ville de Nancy, de vraies difficultés de scolarisation, de transport, toutes ces difficultés qu'on connaît dans toute la France. Et après les avoir longtemps écoutés, j'ai juste montré comment, entre maires avec les mêmes problématiques, ils avaient des affirmations qui étaient en construction totalement différentes. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire on va prendre toutes les positions sur lesquelles tout le monde sera d'accord. Mais il s'agit d'identifier ce qui fait consensus sur nos valeurs, sur ce qu'on veut. Ce qui fait le commun. Le commun, c'est quoi ? Le commun, c'est au fond ce qui nous appartient à tous dans cette salle. Je vais prendre un exemple, et je reviens à mon exemple de maire, et donc je n'évoquerai pas le temple de Fort-Calquier, il n'y en a plus depuis longtemps, mais l'église, la cathédrale de Fort-Calquier. Elle fait partie du commun de celles et ceux qui vont régulièrement à la messe, qui rencontrent le père Christophe Didier Chave, échangent avec lui et sont accompagnés. Mais elle appartient aussi à tous. J'ai vécu
Jean-Louis s'en souvient, j'ai vécu la foudre faisant exploser, je vous l'ai raconté déjà, mais faisant exploser le sommet de la cathédrale de Fort-Calquier. J'ai vécu cette émotion terrible. Cette violence, parce que c'était une blessure pour tous. C'est ça le commun. Parce qu'au fond, c'est notre histoire. Et notre histoire, elle est faite de pierres, de la beauté de ces pierres. Elle est faite aussi de religion. Elle est faite de violence, elle est faite de regrets, elle est faite, au fond, de plein de sentiments, mais qui font la patte humaine de ce que nous sommes. Et si ce grand débat nous permet d'identifier ces éléments de partage, ces éléments de commun, ces éléments de rassemblement, alors je crois que nous aurons réussi notre objectif. Et si ce moment-là permet de passer du stade où on est contre à un moment où on est ensemble, même dans nos désaccords, je pense qu'on aura avancé. Mesdames et messieurs, en 2018, vous avez justement célébré Martin Luther King. Et avant de clore mon propos, il me revient un de ses enseignements. Un de ses enseignements devenus célèbres, comme beaucoup de ceux qu'il a pu porter. Un de ces enseignements qui, à Saint-Louis, face à la foule dans le Missouri, en mars 64, l'avait conduit à lancer cet appel. Nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères, sous peine de mourir ensemble, comme des fous. C'est cela aussi, l'interpellation que nous devons avoir collectivement. Et je crois que cette pensée se rappelle à nous si durement, si violemment au moment où je vous parle. Elle se rappelle à nous face à ces drames, à ces violences, se rappelle à nous face aux déchirures de la société que nous connaissons. Mais face à la division, répondons par l'union, par cette solidarité qui nous fait vivre, par cette fraternité à laquelle vous nous avez collectivement invités. Refusons ce qui flatte nos pulsions basses, mesquines, pour mieux nous dresser les uns contre les autres. Ceux dont les idées changent en fonction de leur public ou qui ont pour tout programme le contre, la haine ou le chaos. Le protestantisme rassemble des femmes et des hommes libres, libres de leur foi, libres de leur réflexion. Il rassemble des personnes de toutes les origines et de toutes les convictions, mais unis par cette notion de fraternité. Oui, cette fraternité, c'est votre force. C'est une force qui se partage et dans laquelle toute la France peut puiser la réponse à ses doutes et à ses colères. C'est cela l'enjeu qui nous réunit. Alors, en 2019, partageons cet esprit de fraternité. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année, une belle et heureuse année. Une année faite de surprises, une année faite de découvertes, une année faite d'amour aussi. Voilà un mot qu'un ministre de l'Intérieur n'utilise pas souvent. Et pourtant, il est tellement essentiel. Essentiel à ce que nous sommes. Parce que de cet amour-là découle la capacité qu'on a aussi à se respecter. Et que ce soit aussi une année faite de respect. Merci beaucoup.